hein, bien qu'on n'ait pas un grand risque de se transmettre le Covid-19 par la webconférence. Oui. On commence quand même à savoir qui a participé, avec qui j'étais, et avec qui est-ce que j'ai côtoyé dans ma webconférence. On ne sait jamais. Hein. Après, on continue, c'est hashtag on ne sait jamais. Donc avec nous aujourd'hui, Christina Nicolae et François Risset, tous les deux de l'IFA Marcel Sauvage, qui vont nous parler dans leur établissement d'un sujet auquel on conviera également Guillaume Saint-Jean de donner son expérience sur ce point, qui est le passage, donc quelque chose de très pragmatique. On a beaucoup, on a déjà à plusieurs reprises échangé, soit en petits groupes, soit de façon plus organisée. Vous savez, on a eu des échanges le 17 et le 24 sur la parole aux formateurs, qui donnait l'occasion à certains d'entre vous de venir nous dire comment est-ce qu'ils avaient gérer cette continuité pédagogique. Aujourd'hui, on va se placer un petit peu, on va prendre un peu de recul, on va se placer un peu plus sur le plan de l'ingénierie pédagogique, de façon à analyser comment est-ce que l'on a réalisé ces différents passages, avec du coup des formations qui existaient en face à face et que les personnes présentes aujourd'hui ont dû, pour les mêmes raisons que nous tous, basculer en 100% distance. La question qu'on va leur poser, donc, c'est comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est facile à faire? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui éventuellement n'a pas pu être fait dans cette version 100% à distance par rapport à la version soit 100% présente, soit 100%, soit tout ou partie en partie à distance. Vous nous expliquerez bien sûr avant cela comment s'organisait, comment se présentait cette formation avant que vous la passiez à distance. Voilà. Donc je vais passer la parole tout de suite à Christina, en lui proposant, je vais arrêter moi mon partage d'écran de façon à lui laisser la possibilité de partager le sien et nous dire, du coup, Christina, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais à l'IFA Marcel Sauvage et en quoi tu as été, toi, impliqué, concerné par ce passage à distance de certaines de vos formations. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Pendant que je vais me présenter, je vais demander à François s'il peut afficher, comme tout à l'heure, le drive sur lequel nous avons travaillé tous les deux. Merci beaucoup, François. On continue à travailler en équipe, même lors des webinaires. Voilà, c'est très bien. Super. Donc, Christina Nicolae, IFA Marcel Sauvage, CCI Rouen Métropole. Avec mon collègue François-Régis Hamel, nous formons à tous les deux la cellule de développement, de coordination et développement pédagogique à l'IFA. Et j'ai listé sur ce PowerPoint réalisé avec François quelques-unes de nos missions dans le cadre de la cellule. Donc, nous, en étroite collaboration avec les responsables des filières, nous participons au développement des formations multimodales, de l'offre des formations multimodales de l'IFA. Nous gérons à tous les deux plus l'accompagnement informatique, notre collègue Julien Mongenre, la gestion des plateformes pédagogiques de l'IFA, puisque nous sommes en même temps sur des plateformes de type LMS, comme aussi des plateformes de développement avec du contenu dessus, type EduClever. Donc, avec François, nous gérons les quelques plateformes qu'utilise IFA, très, très utiles lors de ce confinement obligé. Et dans le cadre de nos missions d'accompagnement dans la cellule, la plus importante partie, je dirais, c'est aussi l'accompagnement à la médiatisation des ressources, donc la formation des formateurs à médiatiser eux-mêmes des ressources et médiatisation par nous-mêmes. Aussi, nous formons les formateurs
en présentiel, donc sur l'intégration du numérique dans leur pratique pédagogique. Donc, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler de la transformation d'une certaine activité qui se réalisait en présentiel, qu'on a passé en distanciel, mais des activités de notre cellule qui ont dû, sous 72 heures, comme vous le savez bien, basculer en formation à distance. Et donc, si tu peux avancer, François, sur la deuxième diapositive. Il a fallu, de manière urgente, donc adapter nos missions au contexte que nous connaissons tous et notamment fournir une aide immédiate à nos formateurs pour qu'ils puissent travailler à distance. Donc, dans ce contexte, les formations que nous réalisons régulièrement à l'IFA, donc nous réalisons des ateliers de formation de nos équipes pédagogiques et administratives lorsqu'il s'agit des outils qui peuvent être utilisés aussi par les équipes administratives. Donc, nous organisons de manière systématique, périodique, tout au long de l'année, des ateliers de formation à la prise en main d'outils numériques et à leur utilisation dans des projets pédagogiques. Eh bien, c'est sur ce volet-là que nous nous sommes concentrés et donc nous avons dû proposer rapidement des webinaires, donc de la formation à distance, pour venir en aide à nos équipes pédagogiques. Et pour cela, donc, dès la première semaine de confinement, dès la fin de la première semaine de confinement, nous avons, avec François, démarré 2 webinaires par jour de formation prise en main d'outils numériques pour faciliter le travail à distance. Donc, on en faisait un le matin, un l'après-midi. En général, là, on se partageait pour que chacun de nous anime un de ces 2 webinaires. Des formations actions de 1 heure, et je dis bien action puisque lors de chacune de ces formations, grâce à l'outil partage d'écran, nous avons pu laisser la main à quelques-uns des formateurs. On ne pouvait pas laisser la main à tous, évidemment, puisque nos ateliers étaient quasiment complets dans les 2 premières semaines de formation, c'est-à-dire on était à 20 personnes. Donc, vous savez qu'animer un webinaire à 20 personnes, c'est déjà assez important pour laisser la parole, pour créer une interactivité, ce n'est pas évident. Donc, on était quand même dans une démarche de formation-action puisque quelques-uns des formateurs étaient invités à prendre la main sur l'outil qu'on présentait et à réaliser des manipulations. Pour organiser ce webinaire, donc, nous avons procédé à des préinscriptions avec un nombre de places limitées puisque la demande était très grande et que nous avons souhaité de garder quand même une certaine interactivité, comme on vous disait, et ne pas faire des webinaires à 50 personnes. Donc, on a limité les places à 20 personnes et lors des 2 premières semaines, tous nos ateliers étaient complets. Voilà, ça nous a fait très plaisir parce que on s'est rendu compte qu'on répondait à un besoin. Il y avait un besoin de formation. Donc, ce qui veut dire combien de personnes, Christine, a formé, c'est à vous 2 sur les 2 semaines? C'est sur la diapositive d'après. Ah, d'accord, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, tu peux passer, François, parce que je vais revenir après sur la délivrance des badges. Nous souhaitons donc, c'est en cours, le badge. Donc, je vais revenir. Donc, en chiffres, nous avons réalisé au total 7 formations Zoom. Et voilà, comme ça, vous voyez aussi les outils auxquels nous avons formé. Donc, il y avait urgence à former à la prise en main d'un outil de réalisation de classes virtuelles pour que nos formateurs puissent réaliser des classes virtuelles avec leurs élèves, pour réaliser des réunions à distance aussi. 6 formations pour l'outil Google Drive, créer et collaborer sur un document à distance. De nouveau, ça nous paraissait quelque chose de très important. 4 formations Padlet. Padlet, ça fait partie aussi des outils de collaboration à distance, écriture collaborative, partage de documents, vidéos, audio, images, etc.
2 formations pour petite piqûre de rappel à l'utilisation de la plateforme en cours qu'on utilise, donc Dokeros, et 2 formations Classilio Via, l'outil qu'on a aussi pour réaliser on avait déjà Classilio Via à l'IFA. À cela, je rajoute aussi quelques formations individuelles, puisque nos collègues n'étaient pas disponibles aux créneaux horaires indiqués, puisqu'il y avait urgence, il y avait le lendemain une classe virtuelle et il fallait absolument aider à la prise en main de Zoom. Donc, nous l'avons fait individuellement aussi, sans hésiter. Beaucoup de tutorats par mail et par téléphone lorsque les collègues, après la formation, avaient besoin quand même de revoir un aspect. Et puis, il y a eu quelques fois, c'était pas la règle, mais je pense qu'on a eu 2 interventions en co-animation pour des collègues, par exemple, qui, après la prise en main de Zoom, avaient besoin pour une première fois d'être accompagnés pour démarrer une première classe virtuelle. C'était vraiment, je pense, plutôt une assurance, on assurait un peu la confiance parce qu'ils se sont très bien débrouillés, mais bon, on était en co-animation avec eux et présents si jamais il y avait un souci. Donc au total, pour répondre donc à ta question, Jean-Luc, 103 personnes ont suivi 1 ou 2 ou 3 ou la totalité des formations. Voilà, 103 formateurs, IFA et CEPIC confondus, formateurs permanents ou vacataires, honoraires, quel qu'il soit leur statut, ils ont pu bénéficier de ces formations. J'oublie d'ajouter ici la création de mode opératoire express à laquelle François et moi-même avons participé. On en a produit très vite pour Zoom, par exemple, ou pour Padlet. Et ces modes opératoires étaient mis à disposition de nos collègues avant ou après la formation. Voilà, ça, c'est 2 classes virtuelles par jour, c'est beaucoup. C'était un peu physique, je pourrais dire. Au début, je pense que nous n'avons pas mesuré avec François un petit peu dans notre enthousiasme aussi de répondre à un besoin de formation. C'était beaucoup, mais une fois de plus, vu la fréquentation, le nombre de personnes qui a souhaité se former, il y avait besoin de ça et donc nous avons répondu à un besoin. Je sais que c'est pas peut-être à l'ordre du jour, mais je dis juste une phrase, c'est pas partie de la pédagogie et ni de l'ingénierie, mais voilà d'autres façons de s'adapter à la formation à distance. Oui, on organise des portes ouvertes virtuelles à l'IFA sous l'hashtag alternance à fond, et donc les responsables de filière en communication avec le service communication, en relation avec le service communication, Germaine pourrait peut-être dire plus que moi là-dessus, organise des visios de filières où on fait des présentations comme on fait lors des portes ouvertes virtuelles pour assurer quand même les portes ouvertes, pour assurer le recrutement pour la rentrée, etc. Donc voilà, tout le monde s'est mobilisé pour qu'on puisse faire ces portes ouvertes virtuelles, inscription via le site internet, date fournie, etc. Et un petit peu dans le ludique, si tu peux avancer aussi, François, sur la dernière des diapositives, des collègues le collègue enseignant formateur de sport qui nous a fourni des vidéos à destination des équipes pédagogiques et administratives avec de yoga sur la chaise, par exemple, pour qu'on reste en forme à distance. Et le gâteau de confinement proposé par un de nos chefs de cuisine pour voilà, créer un peu d'humain, créer un peu de rapprochement à distance, puisqu'en présence, si on sera déconfiné, il sera difficile d'avoir ce rapprochement-là. Donc, on a essayé de le créer un petit peu dans tous les domaines à l'IFA, non seulement par la pédagogie, mais aussi, comme vous voyez, par la communication et par la continuation de nos activités de type porte ouverte. Je suis allée vite, excusez-moi, si vous avez des questions, je peux revenir sur nos ateliers, c'est peut-être ça le cœur de mon exposé.
Peut-être par rapport aux ateliers, est-ce que c'est toi et François qui avez décidé en disant bon ça semble pertinent, ou est-ce que ça a été plutôt une démarche réactive pour répondre justement à des demandes des formateurs, alors soit sur des fonctionnalités, soit sur des demandes clairement explicites, c'est-à-dire ce qui sous-entend que les formateurs connaissaient déjà des outils mais ne les pratiquaient pas, ou alors ils ne savaient pas du tout quels outils utiliser. Nous avons eu, tu me compléteras François dans ma réponse, nous avons eu plusieurs cas de figure de ce que tu évoques. Effectivement, il y avait des formateurs qui ne connaissaient pas d'outils de travail à distance, par exemple, qui nous disaient maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on va réagir, qu'est-ce qui se passe, on va fonctionner uniquement par mail, on va fonctionner uniquement par Ipareo, et donc pour cette partie des formateurs, on a pu répondre en leur disant non, voilà, il y a des outils qui sont à votre disposition, il y a les LMS qu'on a, il y a les outils de classe virtuelle tellement importants, ne serait-ce que pour communiquer à des fins pédagogiques. Une classe virtuelle, on peut la réaliser avec un but pédagogique, une transmission de connaissances, pourquoi pas, mais aussi dans cette période qui est de plus en plus longue pour tous, classe virtuelle pour rétablir tout simplement la communication, voir comment les élèves vont, qui a eu accès aux documents, qui a remis, qui n'a pas remis de documents, etc. Donc, on avait ceux qui n'avaient pas d'idée de comment on va faire, et on a eu aussi voilà, des suggestions d'outils. Lorsque nous avons choisi Zoom, il fallait choisir sous 72 heures, comme on a tous dû faire. C'était aussi parce que des formateurs de chez nous le connaissaient déjà et ils nous ont dit, nous, on trouve que c'est bien, voilà, il faut choisir un outil. On en a choisi un et on les a formés à celui-là. Voilà. J'ai une question, Christina, qui est une question peut-être aussi pour François. En fait, ce que finalement tu nous expliques, c'est que vous avez mis en place des systèmes à distance pour recréer du lien et puis faire en sorte que chacun puisse animer des classes virtuelles. Mais j'ai une question, c'est par exemple, comment vous êtes passé ou justement, qu'est-ce que vous avez fait comme préconisation à des formateurs en disant, bah tiens, hier vous aviez 4 heures de cours à faire, je dis n'importe quoi. Demain, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez découper finalement ces 4 heures? Est-ce que vous allez faire 4 heures de classe virtuelle? Est-ce que vous allez lui demander créer des exercices et puis les mettre sur la plateforme et puis dire juste un petit bonjour le matin, etc. C'est-à-dire que comment est-ce que pédagogiquement les choses ont été transformées? D'accord, je pense que François, il parlera plus de ça que moi. Moi, je vais te répondre au niveau des ateliers et François, justement, il a un cas concret, comme lui, il est aussi, il anime des formations à l'IFA. Pour répondre à ta question, c'est vrai que tel que j'ai présenté les choses, on a une entrée par les outils et il y avait aussi une urgence à répondre par des outils. On avait besoin de s'outiller dans un premier temps. Avec quoi nous allons réaliser des visios, avec quoi on peut écrire à distance à plusieurs. Donc, il y avait une entrée outils, mais nous prenons soin, François et moi-même également, à toujours dire, d'accord, maintenant on a fait la prise en main de l'outil, quelle est la projection pédagogique, comment vous allez utiliser cet outil-là, comment vous vous projetez là-dessus. Et effectivement, on pose des questions, on donne des suggestions et surtout, pour dire très rapidement ce qu'on a déconseillé, parmi les conseils qu'on donnait pendant le temps de formation, c'était surtout lorsque on a des formations chez nous qui se déploient sur 3 heures et demie en face à face, sur la formation continue. Surtout, ne faites pas 3 heures et demie de visio. Tout le monde va être fatigué, ce n'est pas le but. Faites plutôt faites une entrée en visio pour donner les consignes de travail, pour transmettre les ressources à consulter et laisser les stagiaires travailler en autonomie. Faites un débriefing après ou annoncez déjà que lors de la séance prochaine, vous allez commencer avec le débriefing. On a pu donner des conseils de base
lors de ces formations qui avaient, c'est vrai, une utilité prise en main de l'outil, pour outiller d'abord, mais intégrer ces outils aussi dans des projets pédagogiques. François vous en dira plus sur comment il a pu passer d'une ingénierie du présentiel à une ingénierie du distanciel lors de ces formations. Voilà. Ok, merci Christina. Alors on reviendra vers François effectivement juste après pour cette immersion dans une formation et comment François l'a mise en application. Alors un peu pour lui-même puisqu'il fait partie à la fois de la cellule pédagogique de support et à la fois il anime, donc il nous explique à ça. On va passer la parole, on va poser un peu la question justement sur le comment à Guillaume Saint-Jean, donc qui est avec nous et qui a connu lui en tant que formateur, donc pas support auprès d'autres formateurs, mais lui en tant que formateur avec des stagiaires, comment est-ce qu'il a été amené, sur quelle formation déjà, et comment est-ce qu'il a été amené, dans la même durée que celle que Christina nous évoquait, à passer de la présence à la distance, à la fois pour continuer d'apporter un service aux stagiaires et puis continuer à maintenir de l'activité, parce qu'on est doublement confronté à ça, apporter le service, mais apporter le service avec les contraintes. Certains formateurs n'ont pas pu le faire. Alors Guillaume, de quelle formation tu vas nous parler, donc que tu as dû passer dans un format logiquement, vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Super, vous m'entendez. Oui, alors, bon. J'ai eu le plaisir de travailler avec un Carreforest sur une formation qui s'appelle « Construire ses formations en blocs de compétences ». Donc, ce qui était prévu à la base, c'était 21 heures en hybride. J'avais prévu 3 heures et demie en classe inversée en amont du présentiel pour leur apporter des contenus plutôt réglementaires. Ensuite, donc c'était en distanciel, 3h30 en distanciel. Vous voyez mon curseur ou je me trompe de document là? Vous voyez la petite main? Non, vous ne voyez pas. Là, vous voyez? Quelqu'un pourrait me répondre. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Oui, on voit bien ton pointeur. Ok, donc là, 3h30 en classe inversée, donc à distance. 7 heures en collectif en présentiel pour aborder tout le cadre réglementaire. Puis 7 heures le lendemain, toujours en présentiel, mais là du travail accompagné, puisque les blocs de compétences, c'est soit organisme par organisme, soit sur une logique de partenariat en fonction des cas. Et ce que j'avais prévu ensuite, c'était 3h30 à distance sur le suivi du projet, en fonction de l'avancée, et puis un temps à distance sous forme de classe virtuelle pour les retours d'expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà été amené à dispenser dans différentes prestations, donc j'avais l'habitude, c'était un processus qui était connu. J'avais prévu pour des temps de présentiel des jeux avec des Lego, des Duplo, pardon, pour que ce soit un petit peu plus ludique et plus visuel. Donc ça, un processus connu, tout le monde connaît, enfin voilà, j'avais pas de difficulté là-dessus, ça allait. Ça devait avoir lieu aux alentours du 24 mars normalement, et est arrivé le confinement. Donc il a fallu tout passer à distance. 100% distanciel. Donc, dans un premier temps, j'ai contacté l'ensemble des participants qui étaient programmés pour savoir s'ils étaient disposés à le suivre en distanciel, quelles étaient leurs prérogatives professionnelles et comment on pouvait adapter ça. Donc, mon meilleur ami est devenu mon téléphone. Ça a pris un temps considérable. Parce qu'en fait, sur la bloc de compétences, alors j'avais l'avantage de m'appuyer sur un public d'organismes de formation, donc qui était quand même informé des difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais qui ne pouvaient pas se permettre de passer beaucoup de temps en formation du fait de sollicitations pendant leur temps de travail ou des sollicitations plus personnelles, puisque certains font du travail à la maison avec des enfants. C'est pour ça qu'on a adapté ça en temps court, voire en temps très court, puisqu'en fait les 21 heures se sont transformées en séances de 30 minutes, 1 heure maximum, mais réparties sur quasiment, un peu plus de 2 semaines pour certains. J'ai eu 2 groupes. On est en cours. Au niveau des outils, étant donné qu'on avait très peu de temps et que ce n'était pas la base de la formation, ce n'était pas du tout la question de la formation, on a sélectionné des outils très simples à prendre en main, en l'occurrence les outils Google. Sur 25 personnes, parce que j'avais 2 groupes,
J'ai eu 2 personnes qu'il a fallu que j'accompagne dans la prise en main des outils, mais sinon, les restes ont réussi à prendre les outils très facilement en main. Là où il y avait une très grande différence, par contre, c'est que, logiquement, dans moi, ce que j'avais prévu en présentiel, c'est qu'on avait donc le temps, les deux fois 7 heures, donc 14 heures en présentiel, qui permettaient de répondre aux questions. Là, ce temps-là, il a fallu, au niveau de l'individualisation, renforcer ce temps-là. Et du coup, passer plus de temps, soit par téléphone, soit à travers des temps de classe virtuelle, pour répondre aux interrogations individuelles. Le principe, c'était c'est toujours d'ailleurs, c'est une classe virtuelle d'une demi-heure maximum, avec derrière un temps pour répondre à des questions, soit individuelles, soit à destination du collectif. Voilà. Et ce qui est prévu aussi, c'est une assistance à plus long terme, sous la forme d'échange à travers l'espace Google Classroom. La différence, c'est que là, on est réellement dans une expérimentation. Le point central en ce qui me concerne, c'est qu'effectivement, le prescripteur, donc en l'occurrence le Carré Forest pour lequel j'interviens, a fait preuve de beaucoup de souplesse là-dessus. Donc, il s'est bien adapté parce qu'il y a des fois où il a fallu que je le sollicite assez rapidement pour savoir s'il était d'accord, etc. Et puis, on a travaillé réellement en confiance. Je pense que si le prescripteur n'avait pas fait preuve de confiance et m'avait demandé trop de réglementation, s'il avait tout contrôlé du début à la fin, s'il m'avait demandé de traçabilité, etc. Enfin voilà, réellement une confiance. Sinon, je pense que je ne serais pas allé en fait dessus. Me concernant, il a fallu donc réussir à trouver une ingénierie de formation qui remplisse donc les attendus en matière de formation, les limitations au niveau des participants, donc cette notion de je suis sollicité par ailleurs, tout en respectant donc les contenus de formation proposés aux prescripteurs et une très grande disponibilité, parce qu'on est quand même sur un sujet, les blocs de formation, les blocs de compétences, pardon, qui sont non seulement pour certains peu maîtrisés, donc il faut revenir sur les aspects réglementaires, et pour certains aussi, il y a un aspect développement commercial ou développement d'activité, donc ils ne souhaitent pas forcément présenter l'ensemble de leurs questions ou de leurs questionnements, de leur positionnement devant le groupe. Mais du coup, l'avantage de travailler avec Google Classroom, c'est qu'on peut très facilement attribuer des devoirs à un ensemble. Donc, ça m'a permis ce type de choses. Voilà. Et puis, il a beaucoup fallu que je m'adapte aussi également, puisque vous prenez l'outil de classe virtuelle, en faisant des classes virtuelles tôt le matin, enfin tôt, 9h, 9h30, puis ensuite 13h, 13h30, 14h par exemple, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change d'outil d'enregistrement, parce que le temps d'externalisation de la vidéo était trop long avec l'outil de base, donc j'ai trouvé un outil qui me permet d'enregistrer mon écran. Du coup, je mets très rapidement les outils à disposition, les vidéos à disposition, pour qu'ils puissent les consulter. La grande différence, c'est réellement des temps courts d'une demi-heure, 1 heure maximum. Le plus souvent, c'est une demi-heure. Un point est abordé. Ceux qui sont là interagissent après la demi-heure s'ils le souhaitent. Ils interagissent aussi pendant, mais je laisse toujours un temps après. La possibilité, tout de suite après, de regarder, pour ceux qui n'étaient pas disponibles, le replay d'une demi-heure. Des temps de travail en individuel, pareil, une demi-heure maximum. Si c'est 1 heure, c'est découpé, de façon à ce qu'ils puissent y passer un quart d'heure, 20 minutes quand ils peuvent. Et puis ensuite, on mutualise, on fait des allers-retours sur leurs interrogations. Voilà. Alors, le dernier point qu'il faudra que je vois, mais un peu plus tard quand même dans la formation, alors je vais bien évidemment, puisque je termine demain avec un premier groupe, je vais leur proposer effectivement un questionnaire de qualité, un questionnaire d'évaluation à chaud. Mais de toute façon, je pense qu'il faudra que je prenne du recul sur ce que j'ai fait, en particulier sur les temps courts. Il y a des gens à qui ça a convenu, des gens à qui ça n'a pas convenu. Du fait d'autres activités, il n'y avait pas de régularité dans les temps courts. Ce n'était pas tous les matins de 9h à 9h30. Donc parfois, ça a créé des difficultés à s'adapter à un planning. Voilà. Parce que effectivement les séquences n'étaient pas toujours de la même durée et les périodes entre des séquences également pouvaient être de durée variable, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que je n'ai pas pu, du fait de leurs activités et des miennes, pouvoir dire on se voit tous les matins de 9h à 9h30, puis de 13h30 à 13h. Il y a des jours où c'était possible, d'autres jours où ça n'était pas possible. Des choses comme ça. Donc, un planning parfois compliqué à suivre, même si régulièrement je
je relançais via le système Google Classroom. Mais certains, j'ai pas fait attention à ça, mais certains n'avaient pas lié leur adresse Google à leur compte pro, donc ils ne recevaient pas au début les annonces, des choses comme ça. Et un manque de régularité qui fait que ça a créé, il a fallu que je rappelle 2 ou 3 fois le planning en fait. D'accord. Okay. Voilà. Mais le découpage en amont, que ce soit avec les participants ou que ce soit avec le prescripteur, qui a été toujours mis dans la boucle, autorise aussi le fait que potentiellement, s'ils ratent une séance, ils peuvent quand même la rattraper et ensuite interagir, poser leurs questions, revenir dessus. Alors, ils peuvent la rattraper grâce aux enregistrements vidéo. On est d'accord. Aux enregistrements vidéo qui sont tout de suite mis sur la plateforme, dans la foulée, dans le quart d'heure qui suit. Donc, ils y ont tout de suite accès. Et au fait que certains m'appellent quand ils ne comprennent pas certaines choses, au fait qu'il y a toujours un travail avec, entre autres, avez-vous des questions qui me permet derrière de faire la synthèse des questions pour pouvoir leur répondre. Donc voilà. Alors, j'ai Delphine qui pose une question. Malheureusement, je ne la vois pas parce que j'ai partagé mon écran. Du coup, je ne la vois pas. C'était pas forcément une question, c'était une petite remarque. Allez-y, Delphine. C'était simplement au travers, voilà, rebondir un petit peu sur tout ce qui était en train d'expliquer Guillaume, et on voit bien, et chacun a pu éprouver ça pendant le confinement, entre le présentiel et le distanciel, à la fois, voilà, comment on a dû remanier nos scénarios et nos programmes de séances et de séquences. Et je notais dans le chat qu'en amont, il y avait une préparation qui était hyper chronophage et que ça demandait, j'avais trouvé moi, une scénarisation encore plus fine et encore plus précise que quand on est en présentiel. Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que sur ce qui était prévu dans les 14 heures en collectif, il a fallu effectivement que je redécoupe tout en temps d'une demi-heure avec à chaque fois un petit travail à faire, très rapide, mais quand même un petit travail de synthèse pour savoir ce qu'il en était. Puis ensuite, que je vérifie que tout était cohérent par rapport aux objectifs suivis, que chacun avance et s'y retrouve, parce que j'ai eu de la chance quand même, j'ai la chance de m'appuyer sur un public qui est assez conciliant parce qu'en organisme de formation. Donc un public assez conciliant parce qu'en organisme de formation. Cependant, ils n'ont pas tous le même niveau. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont en organisme de formation qui connaissent ça parce que c'est leur quotidien. J'en ai d'autres. Alors je pense à quelqu'un qui est en fait infirmière, mais qui est chargé de formation dans un organisme de travail social. J'ai une fédération professionnelle du sport. J'ai quelqu'un qui est dans le métier du livre, qui tient une maison d'édition, mais qui fait des formations. Donc, il a fallu réellement s'adapter. Personnellement, j'ai ouvert soir et week-end. Sur les appels téléphoniques, j'ai ouvert soir et week-end. Je ne suis pas sûr de le refaire, sauf que là, étant donné qu'on a tous travaillé, mais tous, que ce soit les participants, le prescripteur et moi-même, on a tous travaillé dans une relation de confiance et qu'on était informés des difficultés liées au coronavirus, effectivement, moi, j'ai ouvert les appels téléphoniques le soir et les week-ends parce que c'était plus simple. Voilà. Sur un gros volume de participants, je n'aurais pas pu le faire. Oui, c'est clair. Alors, c'est vrai qu'il y a une double difficulté. Il y a eu le caractère d'urgence et pour beaucoup de stagiaires, le fait qu'ils n'avaient pas choisi une formation toute à distance, donc a pu les déstabiliser. Et donc, d'où la nécessité, si on ne veut pas les perdre dès le début, parce que si on les perd, c'est souvent dès le début de la formation dans ce cas-là. Donc, nécessité de les accompagner plus qu'à l'accoutumée. Et donc, on prend bien par rapport à ce que disait Delphine, cette préparation en amont. On ne démarre pas et on ne monte pas une formation à distance séquencée comme je pense celle que tu as faite, Guillaume, en démarrant les mains dans les poches. C'est pas j'allume ma caméra et puis on verra bien ce qu'on leur raconte. Ça marche pas. Ça va pour faire un webinar comme ça de temps en temps, mais pas pour une formation construite. Et ce qui veut dire, pour faire écho à ce que disait Delphine et je crois, et je pense Guillaume également, c'est qu'il y a un besoin pour le formateur de formaliser à l'écrit, vraiment de coucher sur le papier son programme de formation, son déroulement, parce que sinon, on ne peut pas suivre, on ne peut pas guider parce qu'on ne peut pas suivre soi-même. Donc oui, effectivement, c'est-à-dire que moi j'ai des temps très courts d'une demi-heure. Ça veut dire que vous prenez de 9h à 9h30. Donc, j'ouvre la salle 10 minutes avant,
je réponds à 2-3 questions. À 9h tout rond, on commence. Je sais précisément où je vais, comment ça s'organise dans l'articulation par rapport à la classe virtuelle d'avant et par rapport au travail à faire et la classe virtuelle suivante. J'ai un tableau avec effectivement le point abordé, comment ça s'organise, et hors de question d'en déroger. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure pour parler d'un point, on parle d'un point. Le reste, on prend un temps en dehors de la demi-heure prévue pour ceux qui le souhaitent. De toute façon, à distance, je pense qu'à distance, quand on a prévu, on donne le point sur lequel on va intervenir pendant un temps donné, on intervient sur ces points-là. Tout ce qui est discussion annexe, point annexe, c'est à aborder à un autre moment. Voilà. Il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de discussion autour de la machine à café. Non, il n'y a pas de pause café, voilà, il n'y a pas ce genre de choses. C'est voilà, 9h, 9h30, et je m'arrange toujours pour commencer alors, en général, je commence à 9h01, au cas où il y aurait des gens, et je m'arrange pour terminer à 9h29, histoire de boucler. Mais respect des horaires, respect absolu du contenu à aborder, ils ont les différents points, ce qui leur permet éventuellement de s'organiser au niveau de leur temps de travail, etc. Voilà. Moi, ma difficulté, c'était réellement ça. C'était plutôt le côté où ils ont des activités, ils peuvent être amenés à travailler en dehors. Ok. Eh bien, on va justement te libérer parce qu'on sait que tu as justement un engagement avec une classe virtuelle et un groupe juste après. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir trouvé ce petit moment pour nous faire part de ton expérience avec ce schéma à l'écran qui effectivement illustre bien le travail qui a été fait. Je vais te laisser défaire le partage d'écran. Oui, juste une précision pour tout le monde. Si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, n'hésitez pas à les envoyer soit à Christophe, soit à Jean-Luc, qui m'en feront part et je reviendrai vers vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je suis déjà en retard. Je vous quitte. Voilà, mais c'est pas moi qui anime, donc ça va. À bientôt. À très bientôt, Guillaume. Alors, on va revenir vers François-Régis pour qu'il nous explique dans la continuité de ce qu'avait commencé à nous présenter Christina. Donc, Christina nous a posé le décor un petit peu au niveau de l'établissement, au niveau de l'IFA Marcel Sauvage, comment c'est devenu l'accompagnement des formateurs. Et alors, du coup, de l'autre côté, donc là, François va prendre sa casquette de formateur, pour le coup, et nous dire, lui également, comment est-ce qu'il l'a vécu? Alors, bien évidemment, moins d'appréhension et moins de besoin sur la prise en main des outils, puisque c'est toi qui as participé aussi à la prise en main pour tes collègues. Mais du coup, peut-être ce travail, en l'occurrence, dont nous parlait Guillaume à l'instant, ça a été, j'imagine, un travail aussi conséquent à mener en amont. Je pense que tu as fait le même constat. Oui, beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, effectivement, dans la réalisation de ce que l'on fait d'habitude en présentiel avec beaucoup plus de facilité. Je vais commencer par peut-être me présenter. Donc, moi, je suis François-Régis Hamel, je suis formateur depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant à l'IFA Marcel Sauvage. Et à ce titre, donc, j'ai rejoint la cellule pédagogique il y a maintenant à peu près un an et demi. Donc, j'ai rejoint Christina avec laquelle on travaille tous les deux donc, sur toutes les missions qu'elle a présentées tout à l'heure. Donc moi, j'ai ces deux missions de conseiller pédagogique et de formateur. Donc moi, j'enseigne l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique, et ça a pu m'arriver aussi d'enseigner le français pour des niveaux 5. Donc, par le passé, j'avais des groupes de bac professionnels, des premières, des terminales, j'avais aussi des CAP ventes. Et aujourd'hui, ma partie mission de formation, se réduit finalement à quelque chose comme 150 heures de face-à-face par an. Et j'ai conservé donc 3 groupes, comme je vous l'ai indiqué sur cette diapo. Donc j'ai 2 groupes de bac pro gestion administration. Donc ce sont des formations de première et de terminale. Et je suis en particulier référent de groupe pour le groupe de PA, de GA, GAP comme on dit, c'est-à-dire les premières GA. Et puis j'ai aussi une autre formation que l'on m'a proposée, que j'ai acceptée parce qu'elle était en plus mixte. C'est un CAP petite enfance pour lesquels j'avais à former 4 ou 5 personnes, pas plus.
j'avais à les former donc en histoire géo et surtout j'avais à les former sur une ingénierie donc mixte puisque j'avais 55% du temps de formation qui se faisait à distance. Mais bien évidemment, c'était de la distance noyée dans la présence, dans le sens où quand j'avais ces personnes en CAP, ces personnes, je les avais donc à l'IFA par exemple un mercredi matin, et puis le lendemain, le jeudi, elles étaient dans l'établissement, donc c'était assez facile d'aller faire du tutorat et de les voir donc en dehors des cours, en allant tout simplement les voir à la sortie d'un cours au moment de la pause. Là, bien évidemment, confiné à 100%, tout ça, ça n'est plus possible. Donc il a fallu bien évidemment se réadapter. Alors, il a fallu, dans le cadre de ma mission de formation, d'abord m'organiser. Donc, ça a été d'abord tout de suite choisir un moyen de diffusion. Le moyen de diffusion, bien évidemment, en travaillant à la cellule pédagogique, ça a été tout de suite pour moi de passer par le LMS. Donc, la plateforme que l'on a à l'IFA Marcel Sauvage aujourd'hui et qu'on a depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire la plateforme Dokeos. Pour les CAP, ils étaient déjà inscrits. J'avais déjà inscrit aussi un groupe de terminale parce que j'avais des personnes qui étaient absentes pour des raisons médicales, prolongées, plusieurs mois d'absence. Donc, j'avais développé ça avec ces personnes-là. Et sur la plateforme, je déposais les cours qui avaient été travaillés en présentiel avec le reste de la classe. Et puis, je faisais aussi des prises de notes sur TBI. Donc, j'annotais mes PowerPoint en présentiel et ensuite, je les rebasculais sur la plateforme avec des QCM qui étaient apportés aussi et ça permettait à ces personnes déjà d'accéder. Donc, forcément, je me suis tout de suite jeté sur la plateforme et j'ai inscrit mon groupe de première sur Dokeos. Ensuite, il fallait aussi qu'on s'organise, qu'on trouve des moyens de communication avec l'équipe pédagogique et ça s'est joué au niveau de l'établissement. Et c'est pour ça qu'on a fait avec Christina des formations sur Google Drive, parce qu'on a conçu des documents partagés pour que chaque formateur puisse aller sur un document, sur un Drive, à la fois donc saisir sa progression pour chaque plage horaire, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé forcément les plannings qui avaient été déjà élaborés. Et pour chacune de ces plages horaires, il y avait une case en face qui était moyen de diffusion. Donc on cherchait à savoir aussi comment les formateurs finalement diffusaient leurs cours. Les formateurs ont diffusé des cours par des moyens très divers. C'est-à-dire que finalement, il y a peu de gens qui sont placés par la plateforme Dokeos parce que pas formés, parce que pas beaucoup de place aussi sur Dokeos. On était limité en termes de comptes. Et puis, certains ont utilisé par exemple NetIpareo. Donc, c'est cette suite qui nous permet à la fois de faire les appels, donc de gérer les absences, de rentrer les notes, de saisir les bulletins. Et ça permet en même temps de faire du dépôt de documents vis-à-vis des groupes et aussi de récupérer des groupes, les travaux des apprenants. D'autres moyens ont été utilisés, certains sont passés tout simplement par les mails et puis on a eu aussi des formateurs qui ont pu mettre leur groupe en formation sur d'autres types de plateformes qui étaient plutôt des plateformes de contenu, comme EduClever par exemple, qui propose des programmes avec des contenus du CP jusqu'à la terminale, donc c'est assez complet. Et les formateurs peuvent y trouver justement ce qu'ils veulent et peuvent aussi déposer leurs travaux dans cette plateforme. On a une plateforme d'anglais qui s'appelle eFlex. Pour certaines formations, il y avait cette possibilité d'avoir des groupes inscrits. On a aussi le projet Voltaire, qui permettait de faire de l'enseignement à distance. Et puis, on avait des briques qui étaient aussi sur la plateforme, c'est-à-dire des briques d'Online Format Pro, avec des petites solutions de formation qui pouvaient justement être accessibles. Donc voilà, il a fallu faire ses choix. Et moi, en plus, en tant que référent du groupe des premières gestion administration, j'avais aussi cette nécessité donc, de savoir ce qui se passait sur le groupe et d'accompagner mon groupe dans cette période de confinement, mais aussi le reste de l'équipe en essayant de les fédérer pour savoir un petit peu ce que fait chacun et quelles sont les difficultés des uns et des autres. Alors, bien évidemment, quand il a fallu travailler, ça a été la transformation des cours. Alors bien évidemment, ça a été dit tout à l'heure, du temps. Beaucoup de temps, parce que même si on a des cours qui sont en présentiel, lorsqu'on est sur de l'ingénierie à distance, les choses ne sont plus du tout les mêmes.
On a beau avoir des supports de cours, un discours du général de Gaulle, ça reste le discours du 18 juin, donc il n'y a pas de souci, on sait qu'on va pouvoir le réutiliser. Mais par contre, il faut faire un gros travail sur les consignes. Les consignes ne peuvent pas être les mêmes. On a des questions que l'on pose parfois qui sont là pour porter à la réflexion, pousser les jeunes à réfléchir, faire en sorte que chacun d'entre eux puisse émettre un doute, etc. Et puis, ces consignes-là, finalement, lorsque le jeune va se retrouver seul et qui ne sera pas dans un cadre dans lequel il y aura le reste du groupe qui pourra l'aider aussi à comprendre les interactions avec le formateur, eh bien, si on maintient ces consignes, qui sont des consignes typiques du présentiel, eh bien ça, finalement, on va les perdre très très vite et à un moment donné, ils ne vont pas savoir ce qu'ils ont à faire. Donc, il a fallu faire un gros travail là-dessus. Et puis aussi, dans la transformation des cours, il a fallu essayer de varier les choses. On ne pouvait pas rester simplement sur du papier, comme on fait en cours, c'est-à-dire des textes écrits, des tableaux, des schémas, des graphiques. Il fallait aussi aller vers d'autres types de formats. Et donc, ça a été aussi la recherche de vidéos qui parfois ne nous conviennent pas complètement. Donc, il a fallu retravailler les vidéos, les découper avec des outils comme Clipchamp, par exemple. Ça prend du temps. Donc, comme je le dis et comme je le souligne encore, beaucoup de temps. Il fallait aussi proposer un rituel, je pense. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que les apprenants, surtout que ce sont des apprenants qui ont entre, on va dire, 16 ans et puis, bon, j'en ai qui ont une cinquantaine d'années, mais ils ont quand même besoin d'être rassurés à distance et de trouver les moyens de se raccrocher à quelque chose et de se dire, bah tiens, dans telle matière, ça va marcher comme ça. Donc ça a été les difficultés de la première semaine où finalement les jeunes étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas comment ils seraient contactés, ils ne savaient pas comment les formateurs viendraient vers eux. Et on a eu aussi des formateurs qui ont eu des difficultés finalement à venir vers le public et qui ont mis pratiquement pour certains une dizaine de jours avant d'émettre finalement les premiers cours. Pour moi, les rituels, ça a été diverses choses. Je vais vous demander simplement 10 secondes, je vais aller brancher mon PC, sinon il va s'arrêter. Oui, ça serait dommage. Oui, ce serait dommage, quoi. Voilà, fin d'interlude. Donc, les petits rituels. Donc, moi, finalement, j'ai très très vite fait un premier Zoom, donc une première classe virtuelle avec mon groupe pour d'abord les former très rapidement à l'usage de la plateforme Dokeos, parce que j'avais un groupe de terminale qui était formé, mais finalement le groupe de première n'avait pas les usages. Donc, il a fallu que je les prenne sur une petite heure, et puis j'ai répondu aussi à toutes les questions qu'ils pouvaient se poser. Et puis, j'ai commencé à lancer du travail, donc toujours à peu près sur un rituel identique. Il y a toujours une étude de documents, parce que ça se prête à la matière des sciences humaines que j'enseigne, avec différents éléments, des recherches à faire aussi sur Internet, des tableaux à compléter, des vidéos à étudier avec des tableaux à côté desquels on construit des petits tableaux et puis on essaie dans la vidéo d'aller chercher des informations qu'on met sur le tableau. Parce que bien évidemment, ce qu'il faut arriver à tracer, c'est la réalisation effective des activités par les apprenants. Finalement, et c'est là où aussi on a rencontré une difficulté, nous, à l'IFA, c'est qu'on a eu des formateurs qui ont eu du mal à comprendre au départ que la présence, c'est pas simplement savoir s'ils sont venus dans la réunion Zoom ou pas, c'est est-ce qu'ils ont vraiment réalisé les activités proposées. On a eu des formateurs qui ont mis absent des gens parce qu'ils n'avaient pas rendu les travaux à 17h05 quand officiellement le cours était terminé à 17h. Donc il a fallu faire aussi un petit peu de pédagogie auprès de nos collègues pour rappeler que la réalisation des activités, c'est ça qui valide la présence dans l'enseignement à distance. Donc, ce qu'il fallait, c'est absolument que j'ai aussi le moyen de tracer ces activités. Donc, la plateforme m'a bien aidé puisque j'avais créé des espaces de dépôt qui permettaient justement de valider le moment où les gens avaient rendu leurs travaux. Et puis, il y avait toujours un quiz de validation des connaissances d'une dizaine de questions qui étaient proposées pour chacun des cours. Donc, des quiz qui étaient bien sûr à construire à chaque fois. Et puis, le petit rituel aussi de retrouver une synthèse qui s'intitule « Ce qu'il faut retenir ». Ce n'est pas forcément des choses qu'on fait en présentiel,
mais c'est forcément des choses qu'il faut qu'on fasse à distance pour valider le fait que chacun des petits blocs, des petites briques pédagogiques qu'on aura travaillé avec eux sera validé et terminé en quelque sorte, que cette unité-là soit faite. Et ça, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on fait en présentiel, où parfois on attend plusieurs cours avant de délivrer finalement une synthèse globale. Parfois même, on attend la fin du chapitre. Donc voilà ces rituels sur lesquels il a fallu vraiment insister. Et puis, dans ce rituel, le dernier élément, c'est la classe Zoom. C'est-à-dire que j'en ai réalisé finalement systématiquement à chacun des cours que j'ai pu avoir avec mes classes. Ce qui veut dire que quand j'avais des choses à délivrer, je le faisais la veille, je déposais sur la plateforme, et lorsqu'on arrivait à la fin de la séance, si j'avais par exemple de 10h30 jusqu'à 12h30, je calais un Zoom de 3/4 d'heure à 11h45, ce qui permettait finalement de corriger. Et je me suis retrouvé un peu dans l'effet de la classe inversée, où ils avaient finalement travaillé tout seuls, en autonomie, sans ma présence, jusqu'à la réalisation du quiz. Et lorsqu'on avait le Zoom, la correction permettait justement les échanges et permettait de revenir sur des éléments qu'ils n'avaient pas saisis ou pas compris éventuellement. Donc une classe inversée non plus, comme on a l'habitude de la connaître, distance-présence, mais asynchrone-synchrone. C'est ça. On était plutôt là. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Eh ben, super, merci alors déjà de cette restitution très détaillée sur à la fois la façon dont tu as procédé et comment ça a été à la fois vécu par toi et par les apprenants. Je jette un petit coup d'œil, savoir s'il y a peut-être une ou deux questions. On va dire 2 minutes avant de clôturer pour ne pas trop dépasser. Est-ce que peut-être vous avez une question précise à poser à François? Expérience, moi ce que je te demanderais, c'est aujourd'hui au vu de cette expérience, est-ce que dans justement la perspective quand même de rester encore un petit moment dans des formules un minima hybride, est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à renouveler, peut-être moins dans l'urgence? Oui, c'est ça en fait. Moi, ça me convient plutôt bien. J'ai vécu la formation à distance à 100% quand j'ai fait le Codifad à l'Université de Rouen. J'avais trouvé ça assez fantastique d'organiser une formation à distance et de recréer de la présence comme ça grâce à des outils collaboratifs, grâce à du travail en groupe. C'est vrai que c'est encore des choses que je n'ai pas vraiment développées là pour l'instant, le travail en groupe, mais c'est quelque chose qui m'attire, quoi. Et j'aimerais le tester justement sur des publics 16-20 ans. D'accord. Donc voilà, sur des activités moins individuelles, plus de collaboratif. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'activité, effectivement, pour lequel là, on dispose, là aussi, c'est quand même l'avantage, on dispose de pas mal d'outils, d'une grande variété d'outils d'ailleurs. Hein. On est tout standardisé là-dessus. On peut, c'est toute l'imagination, la créativité du formateur qui peut s'exprimer là, hein, parce qu'on a plein de possibilités. Ok. Eh ben, merci beaucoup de ce temps passé avec nous, François-Régis. Avant de laisser un mot de conclusion à Christophe, simplement rappeler qu'on a 2 webinaires la semaine prochaine, dont un premier qui sera une discussion qu'on va avoir avec Sylvain Macarès, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, soit pour avoir participé, alors peut-être aux journées à l'IFA Marcel Sauvage, aux journées d'innovation pédagogique où il est intervenu, ou dans bien d'autres endroits. C'est un Normand, hein, ne l'oublions pas. Et donc on va échanger avec lui sur ça sera quoi, compte tenu de l'expérience de 2 mois qu'on vient de vivre, comment est-ce qu'on peut envisager la stratégie digitale des organismes de formation demain, sur l'après-confinement, quel impact ça va avoir sur nos prochaines organisations et nos prochaines stratégies en matière pédagogique, en matière technique, en matière d'organisation et de management également. Et puis mercredi, donc on en profite pour repasser peut-être un appel effectivement à participation. Hein. Si vous avez été
utilisateur, hein, dans tous les sens du terme, de l'ensemble d'une ou de l'ensemble des ressources, je ne vais pas dire l'ensemble, mais d'une ou quelques-unes des ressources, alors quand tu appelles ressources numériques, des outils, des plateformes, des parcours de formation, des MOOC, tout ce que les opérateurs, les acteurs de la EdTech ont mis à disposition des organismes de formation, que ce soit les organismes de formation normants ou non normants que nous avons reçus dans les webinaires, ou que ce soit ceux que nous n'avons pas reçus dans les webinaires des semaines passées. Je pense à Fun, je pense à bien d'autres. L'idée, c'est de venir en discuter avec nous mercredi prochain. Comment vous avez utilisé ces ressources mises à disposition? Est-ce que ça restera du ponctuel? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se pérenniser? Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir? Quelles envies ou quels projets ça vous a permis d'identifier ou d'élaborer pour l'avenir? Voilà, Christophe, je ne sais pas si tu as retrouvé ta connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend un peu mieux, comme quoi. D'accord. Écoutez, merci, je pense que tu as tout dit. Merci à toutes et à tous. En tout cas, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je parlais tout à l'heure sur le chat de modèles. Et pour reprendre ce que disait quelqu'un qui disait c'est très chronophage, il faut apprendre aussi à se dire finalement la prochaine fois que ça va nous arriver, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur des modèles qu'on aurait créés ou qu'on aurait vus de manière à ce que ce soit moins chronophage et qu'on ait des process finalement qui nous permettent de basculer plus facilement d'un tout confiné, d'un tout distance à un moyen distance, d'un tout présentiel à un moyen, à un hybride, etc., etc. Je pense que ça mérite en tout cas, c'est ce qu'on a vécu, de se repencher sur des modèles un peu des différents modèles pédagogiques. Merci. Très bien, merci, bon après-midi à tous. Profitez bien d'un grand week-end qui va arriver, pas demain, mais après-demain. Et on se retrouve lundi pour ceux qui veulent venir participer avec nous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.